Bienvenue sur Les Rares Livres, votre rendez-vous avec les œuvres qui ont changé le destin des hommes et des nations. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage exceptionnel, direction Singapour, pour découvrir un livre puissant, inspirant et porteur de grandes leçons de leadership. Du tiers-monde au numéro 1, écrit par Lee Kuan Yew, le père fondateur et premier ministre visionnaire de Singapour. Ce livre retrace l'histoire incroyable d'un petit pays sans ressources, promis à l'échec, qui est pourtant devenu l'un des plus prospères et respectés du monde. Une véritable leçon de courage, de stratégie et de transformation nationale. Je tiens à remercier tous les abonnés fidèles de la chaîne Les Rares Livres et plus particulièrement celui qui m'a suggéré de résumer ce chef-d'œuvre. Grâce à toi, nous allons plonger dans l'un des témoignages les plus inspirants du XXe siècle. Une histoire qui prouve que la grandeur naît souvent dans les moments de crise. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et partons ensemble à la découverte de Lee Kuan Yew et de son rêve d'indépendance et de dignité nationale. Introduction. Au cœur de l'Asie du Sud-Est, il existait autrefois une île minuscule, sans ressources, sans terre fertile et presque sans espoir. Singapour, à sa naissance, ne possédait ni pétrole, ni or, ni étendues agricoles capables de nourrir sa population. Tout semblait condamner ce petit territoire à la dépendance et à la pauvreté. Pourtant, en quelques décennies à peine, cette île est devenue l'un des pays les plus riches, les plus propres et les mieux organisés du monde. Une métamorphose presque miraculeuse, mais qui, en réalité, est le fruit d'un travail méthodique, d'une discipline sans faille et d'une vision d'une clarté exceptionnelle. Derrière cette ascension se trouve un homme, Lee Kuan Yew, un dirigeant à la fois redouté et respecté qui transforma un rêve improbable en modèle mondial de réussite. Lorsqu'il prit les rênes du pays, Singapour venait tout juste de se séparer de la Malaisie. L'indépendance, loin d'être un triomphe, ressemblait alors à une condamnation. Sans armée, sans industrie et entouré de nations bien plus grandes et puissantes, le jeune État semblait destiné à disparaître. Les tensions ethniques étaient fortes, les infrastructures quasi inexistantes et le chômage touchaient une grande partie de la population. Mais Lee Kuan Yew refusa de se laisser guider par la peur. Là où d'autres voyaient une impasse, il vit une opportunité, celle de construire un pays nouveau, fondé non sur les richesses naturelles, mais sur les qualités humaines. Il comprit très tôt que le véritable trésor d'une nation ne réside pas sous la terre, mais dans l'esprit et le caractère de son peuple. Pour lui, la prospérité durable ne se bâtit pas sur la chance, mais sur la discipline, la rigueur et la responsabilité collective. Il fallait transformer les mentalités, inculquer une culture du travail, de l'ordre et du mérite. Chaque citoyen devait devenir un bâtisseur, non seulement de sa propre vie, mais aussi de celle de son pays. Cette idée allait devenir le fondement du miracle singapourien. Lee Kuan Yew savait qu'il devait imposer une nouvelle manière de penser. Il ne voulait pas que Singapour imite aveuglément les modèles occidentaux. Il voulait créer un système adapté à la réalité locale, basé sur la discipline asiatique et la recherche d'efficacité. Son message était simple mais puissant. La réussite collective passe avant le confort individuel. Il croyait que la liberté sans responsabilité mène au chaos, et que la véritable indépendance se gagne par la maîtrise de soi, la rigueur morale et le travail constant. Sous sa direction, le gouvernement mit en place une stratégie où chaque détail comptait. L'éducation devint la priorité absolue. Il ne s'agissait pas seulement d'enseigner à lire et à écrire, mais de former des esprits capables de résoudre des problèmes, de s'adapter, d'innover et de servir la société avec intégrité. Les écoles devinrent le cœur du changement. Les enseignants, considérés comme des piliers de la nation, furent soutenus et valorisés. Les jeunes apprirent non seulement la connaissance, mais aussi la discipline, la propreté, la ponctualité et le respect de l'autorité. Car pour Lee Kuan Yew, l'ordre social était le premier pas vers la liberté véritable. Peu à peu, le pays changea. Les rues autrefois sales devinrent impeccables. Les habitants, autrefois dépendants des aides extérieures, devinrent travailleurs, rigoureux et fiers de leur appartenance nationale. L'État, grâce à sa transparence et à sa fermeté, inspira la confiance des investisseurs étrangers. Des usines, des ports, des universités surgirent. Singapour se transforma en un centre économique dynamique, un modèle de stabilité et de performance.
Mais au-delà des chiffres, c'est l'esprit collectif du peuple qui fut le véritable triomphe. Ce succès n'était pas une coïncidence ni un miracle économique. C'était le résultat d'une philosophie claire. Un pays peut être petit, mais il ne doit jamais penser petit. Tant qu'un peuple croit en la valeur du travail, de l'ordre et de l'éducation, il peut s'élever au-dessus de toutes les limites. La grandeur d'une nation, disait souvent Lee Kuan Yew, ne dépend pas de sa taille, mais de la qualité de ses citoyens. L'histoire de Singapour est donc celle d'une renaissance, celle d'un peuple qui a choisi de transformer ses faiblesses en atouts, sa pauvreté en discipline et sa fragilité en force morale. C'est une leçon universelle. Le développement d'un pays comme celui d'un individu commence par un choix intérieur, celui de croire que rien n'est impossible à celui qui travaille avec constance, intelligence et vision. Ainsi, du tiers-monde au numéro 1 n'est pas seulement le récit d'un pays, mais l'illustration d'un principe intemporel. La réussite n'est jamais le fruit du hasard, mais le résultat d'une volonté inébranlable. Et c'est précisément ce que Lee Kuan Yew a prouvé au monde entier, qu'avec de la vision, de la discipline et une foi absolue dans la valeur humaine, même la plus petite des nations peut devenir un symbole de puissance et de respect. Chapitre 1. Le rêve d'indépendance et de dignité nationale. En 1965, Singapour se retrouvait brutalement seule, projetée dans l'incertitude d'une indépendance qu'elle n'avait pas véritablement souhaitée. La séparation d'avec la Malaisie fut un choc profond, autant politique qu'émotionnel. Le jeune État, privé de ressources naturelles, sans armée, sans eau potable suffisante et dépourvu de richesses exploitables, semblait condamné à l'échec. Son territoire minuscule ne laissait guère de place à l'agriculture, et son économie reposait presque entièrement sur le commerce du port et quelques industries légères. Aux yeux du monde, Singapour n'était rien de plus qu'un point sur la carte, un lieu de transit sans avenir propre. Et pourtant, c'est de ce point que naîtrait un modèle de transformation nationale admiré par toute la planète. Lee Kuan Yew, le Premier ministre, savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. À cet instant critique, il comprit que le véritable combat de son peuple ne serait pas contre un ennemi extérieur, mais contre la résignation. L'indépendance n'était pas seulement une question politique, c'était une épreuve morale. Il fallait apprendre à exister par soi-même, à se définir sans dépendre de personne. Singapour n'avait pas choisi sa solitude, mais elle pouvait choisir d'en faire une force. C'est ainsi que naquit le rêve d'indépendance et de dignité nationale. Une ambition qui allait au-delà de la survie économique, une quête pour redonner fierté et confiance à un peuple encore marqué par la pauvreté et la peur de l'avenir. Les débuts furent extrêmement difficiles. Le chômage touchait une part importante de la population, les logements étaient précaires et les quartiers populaires baignaient dans l'insalubrité. Le port, autrefois vital, manquait de modernisation et de gestion efficace. Les tensions entre les communautés ethniques menaçaient la paix sociale. Chinois, Malais et Indiens vivaient souvent séparés, avec leur langue, leurs coutumes et leur méfiance mutuelle. Dans ce contexte fragile, tout pouvait s'effondrer à la moindre provocation. Lee Kuan Yew, lucide, savait que la première victoire à remporter n'était pas économique mais psychologique. Il fallait convaincre les Singapouriens qu'ils pouvaient devenir maîtres de leur destin. Son approche fut à la fois pragmatique et profondément humaine. Il savait que les discours patriotiques ne suffiraient pas à nourrir un peuple ni à bâtir un État. Il fallait des résultats concrets, visibles, tangibles. Il fallait prouver, jour après jour, que l'effort collectif menait à la stabilité et à la prospérité. Pour cela, il mit en place une stratégie qui allait combiner discipline, planification et mérite. Le rêve de dignité ne pouvait pas reposer sur les émotions, mais sur la rigueur. Il enseigna à son peuple que la grandeur d'un pays n'est pas dans ses ressources, mais dans la qualité morale et intellectuelle de ses citoyens. Lee Kuan Yew croyait profondément à l'éducation comme pilier de la reconstruction nationale. Chaque enfant devait devenir une ressource, chaque esprit un capital. Il réforma le système scolaire pour qu'il serve les besoins réels du pays, former des travailleurs compétents, disciplinés et capables de s'adapter aux exigences d'une économie mondiale en mutation. L'école devint un lieu de transformation sociale, où l'on apprenait non seulement à lire et à écrire, mais aussi à respecter les règles, à être ponctuel, à penser en termes de contribution plutôt que de privilèges.
Dans sa vision, l'éducation n'était pas un luxe, mais une arme contre la pauvreté et la dépendance. Mais l'éducation seule ne suffisait pas. Lee Kuan Yew savait que pour attirer les investissements étrangers, il fallait instaurer la confiance. Il imposa alors un gouvernement d'une transparence et d'une efficacité exemplaires. Les fonctionnaires furent sélectionnés sur la base du mérite et non du favoritisme. La corruption, fléau commun à tant de jeunes nations, fut combattue avec une fermeté implacable. Les lois furent appliquées sans distinction, qu'il s'agisse d'un simple citoyen ou d'un haut responsable. Cette rigueur envoya un message clair. Singapour serait un pays où la justice prévaut, où chaque dollar investi est protégé, et où l'ordre public garantit la prospérité. Ce climat de confiance attira rapidement les premiers investisseurs. Les grandes entreprises virent en Singapour un port sûr dans une région instable. En retour, le gouvernement s'assura que les bénéfices du développement profiteraient à toute la population. Des logements sociaux furent construits, des hôpitaux modernisés, et un réseau de transport efficace fut planifié. Ce modèle de développement équilibré, croissance économique et cohésion sociale, permit au pays d'avancer sans créer de fossé entre riches et pauvres. Le rêve d'indépendance devenait peu à peu réalité, un pays qui ne se contente pas de survivre, mais qui apprend à prospérer dignement. Cependant, Lee Kuan Yew ne se faisait pas d'illusions. Il savait que la discipline et la réussite ne s'obtiennent pas sans sacrifice. Il demanda beaucoup à son peuple, parfois plus qu'il n'était prêt à donner. Les libertés individuelles furent parfois limitées au profit de la stabilité collective. La critique du gouvernement, strictement encadrée, suscita des débats à l'étranger. Mais Lee Kuan Yew restait convaincu que chaque société doit trouver sa propre voie, adaptée à son contexte. Pour un pays aussi vulnérable que Singapour, la discipline n'était pas une contrainte, mais une condition de survie. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe du désordre, disait-il souvent. Cette philosophie, dure mais lucide, permit d'éviter les divisions qui ont ruiné tant d'autres nations nouvellement indépendantes. L'autre force de Lee Kuan Yew résidait dans son patriotisme pragmatique. Il ne cherchait pas à enflammer les foules par des discours nationalistes, mais à les convaincre par des résultats. Son amour pour Singapour ne s'exprimait pas dans des mots, mais dans la construction d'institutions solides, dans la lutte contre la corruption, dans l'efficacité des services publics. Pour lui, le patriotisme véritable n'est pas émotionnel, il est productif. Il se mesure dans la qualité du travail accompli, dans la propreté des rues, dans la ponctualité des transports, dans le respect de la loi. Ce patriotisme du concret forgea un sentiment d'appartenance puissant et authentique. La transformation de Singapour fut aussi morale. Lee Kuan Yew s'attacha à modeler un état d'esprit collectif fondé sur 3 valeurs, la discipline, le mérite et la responsabilité. Il voulait que chaque citoyen comprenne que le destin national dépendait de sa propre attitude. Travailler sérieusement, être honnête, respecter les lois, ces gestes simples devinrent les fondations de la réussite collective. Peu à peu, cette philosophie pénétra toutes les couches de la société. Les Singapouriens cessèrent de se percevoir comme des victimes de leur histoire et commencèrent à se voir comme les acteurs d'une renaissance. Cette métamorphose fut lente mais profonde. Dans les années qui suivirent l'indépendance, les rues autrefois désordonnées devinrent propres et sûres, les logements furent reconstruits, les écoles modernisées et les services publics devinrent parmi les plus performants du monde. Singapour, jadis symbole de fragilité, devint un modèle d'ordre, d'efficacité et de transparence. Les observateurs étrangers, d'abord sceptiques, commencèrent à parler de « miracle singapourien ». Mais Lee Kuan Yew rejeta ce terme. Pour lui, il n'y avait aucun miracle, seulement du travail, de la rigueur et une vision inébranlable. À travers ce processus, une identité nationale nouvelle prit forme. Singapour n'était plus une simple colonie, ni un fragment rejeté de la Malaisie, mais une nation à part entière, fière et confiante. Le peuple, autrefois divisé par ses origines, s'unissait autour d'une valeur commune, la dignité du travail et du progrès. Le pays apprit à valoriser le mérite plutôt que les privilèges, l'effort plutôt que la plainte, la performance plutôt que la complaisance. Cette transformation intérieure fut, sans doute, le plus grand accomplissement de Lee Kuan Yew. Le rêve d'indépendance et de dignité nationale de Singapour n'a pas seulement changé le destin d'un petit pays. Il a offert au monde
une leçon universelle. Il a montré que la puissance d'une nation ne repose pas sur ses richesses naturelles, mais sur la qualité de ses institutions, la force de sa morale collective et la clarté de sa vision. Ce rêve est devenu un symbole, celui de la victoire de la volonté sur la fatalité. Aujourd'hui encore, l'histoire de Singapour inspire les pays qui cherchent à sortir de la dépendance et de la pauvreté. Elle rappelle que la véritable liberté n'est pas un cadeau, mais une conquête. Être libre, c'est être responsable. Être indépendant, c'est être discipliné. Et être digne, c'est refuser de céder au désordre et à la facilité. C'est cette philosophie, née dans la douleur mais forgée par la détermination, qui permit à Singapour de se hisser du tiers-monde au rang des nations les plus respectées de la planète. Chapitre 2. La guerre contre la corruption et la médiocrité. Lorsque Lee Kuan Yew prit les rênes de Singapour, il comprit rapidement que la richesse d'un pays ne repose pas uniquement sur ses ressources naturelles ou sa situation géographique, mais avant tout sur l'intégrité de ses institutions et la valeur morale de ses dirigeants. Le combat qu'il mena contre la corruption et la médiocrité fut l'un des plus acharnés de sa carrière politique, mais aussi le plus décisif dans la construction du Singapour moderne. Il savait que sans discipline morale, aucun progrès durable ne pouvait exister. Il fallait éradiquer le poison des pratiques douteuses, des privilèges injustifiés et du laxisme qui rongeait la société post-coloniale. Singapour devait se réinventer sur des bases solides où chaque citoyen serait jugé non pas sur sa naissance ou ses relations, mais sur son mérite, sa compétence et sa loyauté envers la nation. À l'époque, la corruption n'était pas un simple mot. C'était un mode de vie, un système implicite accepté par beaucoup, un engrenage qui liait les fonctionnaires, les commerçants et parfois même les responsables politiques. Les pots de vin étaient devenus monnaie courante et les décisions publiques s'achetaient au prix du silence ou de la complaisance. Lee Kuan Yew voyait là un cancer moral qui, s'il n'était pas stoppé, condamnerait Singapour à rester dans la dépendance et le sous-développement. Il décida donc d'instaurer une tolérance zéro absolue envers tout acte de corruption, quel qu'en soit l'auteur. Pour lui, un pays ne pouvait aspirer à la prospérité tant que ceux qui le gouvernaient se servaient avant de servir. Il mit en place une politique rigoureuse. Tout fonctionnaire, du plus humble au plus haut placé, devait rendre des comptes. Les salaires des ministres et des hauts fonctionnaires furent alignés sur ceux du secteur privé afin de réduire la tentation de tricher, mais en échange, l'exigence d'intégrité devint totale. Ceux qui trahissaient la confiance publique étaient exclus sans hésitation, parfois même emprisonnés. Cette approche radicale suscita des débats et des résistances, mais elle donna naissance à un nouvel esprit national. Les Singapouriens comprirent que la justice et la transparence n'étaient pas des concepts abstraits, mais les fondations concrètes d'une société qui se respecte. Lee Kuan Yew croyait profondément que la corruption détruit non seulement l'économie, mais aussi l'âme d'un peuple. Lorsqu'un citoyen sait que le mérite ne compte plus, que l'injustice règne, que les efforts honnêtes ne mènent nulle part, alors naît une culture de résignation et de tricherie. Il fallait briser cette mentalité et bâtir un État méritocratique, où la compétence et le travail dur priment sur le favoritisme. C'est ainsi qu'il fonda un système de sélection rigoureux pour les postes publics, privilégiant la performance, la discipline et l'engagement envers le bien commun. Les écoles, les universités et les institutions furent encouragées à cultiver l'excellence plutôt que le confort. L'élite du pays devait être une élite de service et non de privilèges. Pour y parvenir, Lee Kuan Yew adopta un ton ferme et sans détour. Il exigeait que chacun assume sa responsabilité. La paresse, l'improvisation et la médiocrité étaient considérées comme des trahisons envers la nation. Il répétait souvent que le développement n'était pas un miracle, mais le fruit d'une rigueur quotidienne. Il voulait des dirigeants capables de penser sur le long terme, pas des politiciens cherchant la popularité. Cette mentalité d'excellence, ancrée dès les premières années, fit de Singapour une nation où l'efficacité devint une seconde nature. Mais cette guerre ne se limitait pas aux institutions. Elle touchait aussi la culture du peuple. Lee Kuan Yew comprit que la corruption prospère dans les sociétés où l'on ferme les yeux sur les petites fautes, où la complaisance devient une habitude.
Il fallait donc éduquer la population à la responsabilité individuelle. Chacun devait se sentir gardien de l'intégrité nationale. L'école, la famille et les médias furent mobilisés pour inculquer la valeur du devoir et la fierté du travail bien fait. Les citoyens commencèrent à percevoir la probité non comme une contrainte morale, mais comme un honneur national. Cette transformation culturelle fut longue et exigeante, mais au fil des années, elle fit de Singapour un modèle mondial de gouvernance. Les investisseurs étrangers furent attirés par la stabilité, la sécurité juridique et la transparence des institutions. Les citoyens eux-mêmes prirent conscience qu'ils vivaient dans un pays où la justice n'était pas à vendre, où chacun pouvait espérer avancer par la force de son talent. Lee Kuan Yew voyait dans cette confiance mutuelle le fondement d'une nation prospère, un gouvernement fort mais juste, un peuple discipliné mais libre. Ce combat contre la corruption s'étendit également au domaine de la médiocrité, qu'il considérait comme une autre forme de trahison nationale. Pour lui, la médiocrité était le refus de progresser, l'acceptation du minimum, l'indifférence au devoir d'excellence. Il voulait que chaque Singapourien, quelle que soit sa profession, se considère comme un artisan du développement national. L'enseignant devait enseigner avec passion, le médecin devait soigner avec conscience, le fonctionnaire devait servir avec honneur. Cette culture de la rigueur transforma le pays en une machine collective d'efficacité et de progrès. Lee Kuan Yew croyait qu'un peuple discipliné n'était pas un peuple opprimé, mais un peuple qui se respecte. Il affirmait que la liberté n'a de valeur que lorsqu'elle s'accompagne de responsabilités. Ainsi, au lieu de promettre des droits sans devoir, il prôna une éthique du mérite. Chacun doit apporter sa part, contribuer à l'effort commun et refuser les raccourcis faciles. Cette vision, parfois perçue comme autoritaire, permit néanmoins à Singapour d'éviter les dérives qui ont détruit tant de jeunes nations indépendantes. En bâtissant un État transparent et méritocratique, Lee Kuan Yew posa les fondations d'un développement durable, non pas au sens environnemental du terme, mais au sens moral et institutionnel. La prospérité d'un pays ne peut durer que si elle repose sur la confiance entre gouvernants et gouvernés. Cette confiance, il l'a gagnée non pas par des discours mais par des résultats tangibles. Une administration efficace, des infrastructures modernes, un système éducatif exemplaire et une justice rapide et impartiale. Au fond, la guerre de Lee Kuan Yew contre la corruption et la médiocrité n'était pas seulement une réforme administrative. C'était une révolution culturelle. Il voulait créer une mentalité où la droiture, la discipline et le mérite deviennent des réflexes naturels, où la grandeur d'un pays se mesure non à la richesse de ses élites, mais à la dignité de ses citoyens. Cette philosophie fit de Singapour non seulement un modèle économique, mais aussi un symbole moral. La preuve vivante qu'un petit État peut devenir une grande nation quand il place l'intégrité au cœur de son identité. Ainsi, le combat de Lee Kuan Yew n'était pas simplement contre la corruption financière, mais contre toute forme de faiblesse morale. Il voulait bâtir une société d'hommes et de femmes debout, conscients de leurs responsabilités envers eux-mêmes et envers leur pays. Et c'est sans doute là le plus grand héritage qu'il laissa à Singapour. La conviction que la vraie richesse d'une nation ne se compte pas en dollars, mais en caractère. Chapitre 3. La discipline comme fondation du progrès. Pour Lee Kuan Yew, la discipline n'était pas une contrainte imposée à un peuple, mais un acte de conscience collective, une manière d'ordonner la société pour lui permettre de grandir. Dès les premières années de l'indépendance de Singapour, il sut que la survie du pays dépendrait de la capacité des citoyens à respecter des règles précises, à travailler ensemble et à donner le meilleur d'eux-mêmes. L'ordre, la propreté, la ponctualité et la rigueur n'étaient pas pour lui des vertus secondaires, mais les piliers invisibles du progrès. Sans discipline, la liberté se transforme en désordre, et le désordre en déclin. Il fallait donc bâtir une culture où chaque geste, chaque habitude, chaque décision quotidienne reflète une conscience civique profonde. Lorsqu'il observait les grandes nations prospères, Lee Kuan Yew constatait que leur force ne résidait pas uniquement dans leur richesse ou leur technologie, mais dans la discipline de leurs citoyens. Le respect du temps, des lois, de la propreté et du travail bien fait formait un tissu moral qui permettait à la société d'avancer de manière harmonieuse.
Singapour devait, selon lui, imiter cette rigueur, non par imitation aveugle, mais par conviction nationale. C'est pourquoi il fit de la discipline une valeur centrale de l'identité singapourienne. Dans les rues, les écoles, les administrations, tout devait refléter une forme d'ordre et d'harmonie. Les premières années furent certes marquées par des campagnes massives d'éducation civique. Le gouvernement encouragea les citoyens à ne pas jeter de déchets, à arriver à l'heure, à respecter les files d'attente, à parler poliment, à se montrer responsables dans les transports publics. Ces détails, que beaucoup jugeaient insignifiants, représentaient pour Lee Kuan Yew le fondement de la dignité collective. Une nation qui néglige la propreté de ses rues finira par négliger la propreté de ses institutions. Une société qui tolère les retards finira par tolérer la paresse. Il voulait inculquer l'idée que le progrès commence dans les petites choses et que la discipline n'est rien d'autre qu'une forme d'amour pour son pays. Cette rigueur ne signifiait pas absence de liberté, mais liberté organisée. Lee Kuan Yew expliquait souvent que la liberté sans responsabilité conduit inévitablement au chaos. Dans les sociétés jeunes et fragiles, une liberté mal comprise devient un prétexte pour éviter les devoirs. C'est pourquoi il insista sur un équilibre. Les citoyens avaient le droit d'exprimer leurs opinions, mais ils avaient aussi le devoir de contribuer au bien commun. La parole libre devait s'accompagner d'un esprit constructif. Les droits n'étaient pas des privilèges sans contrepartie, mais des responsabilités partagées. Lee Kuan Yew voyait dans la discipline la seule manière de transformer la fragilité en puissance. Singapour était minuscule, sans ressources naturelles, vulnérable aux tensions extérieures. Sa seule richesse, c'était son peuple. Et pour que ce peuple soit fort, il devait être discipliné. Il encouragea donc une éthique du travail, où la ponctualité, la fiabilité et la précision devinrent des marques de respect mutuel. Dans les écoles, les enseignants insistaient sur la propreté des uniformes, la rigueur dans les devoirs, la politesse envers les aînés. Dans les entreprises, les retards étaient sanctionnés, les engagements respectés, la productivité valorisée. Peu à peu, ces habitudes créèrent une culture nationale de l'excellence. La propreté publique devint un symbole fort. Alors que d'autres villes d'Asie croulaient sous les déchets, Singapour devint un modèle de netteté. Ce n'était pas un hasard, mais le résultat d'une vision, celle d'un pays qui se respecte assez pour ne rien tolérer qui abîme son image. La discipline, pour Lee Kuan Yew, n'était pas seulement une question d'ordre matériel, mais aussi de respect de soi. Il voulait que chaque Singapourien ressente de la fierté en marchant dans des rues propres, en utilisant des infrastructures bien entretenues, en vivant dans un environnement sain. Cet état d'esprit renforça la cohésion sociale. Chacun comprenait qu'il faisait partie d'un ensemble plus grand que lui, et que son comportement influençait directement la réputation et le bien-être collectif. Mais la discipline ne se limitait pas à l'espace public. Elle s'étendait à la gestion du temps. Lee Kuan Yew considérait la ponctualité comme une vertu capitale. Être à l'heure, disait-il, c'est respecter la vie des autres. Un pays qui perd du temps perd son avenir. Cette idée devint une sorte de maxime nationale. Les réunions gouvernementales démarraient à la minute près. Les transports étaient réglés avec précision, les délais administratifs rigoureusement respectés. Cette obsession du temps transforma Singapour en une société où la fiabilité devint une seconde nature. Dans l'esprit de Lee Kuan Yew, la rigueur était le contraire de la rigidité. Il ne s'agissait pas de rendre la société inflexible, mais de lui donner une structure morale solide. Une structure qui permette à la créativité, à l'innovation et à la liberté de s'exprimer dans un cadre ordonné. Il répétait souvent que l'ordre précède toujours le progrès. Ce n'est qu'en maîtrisant les fondamentaux qu'un peuple peut aspirer à des ambitions plus grandes. Il comparait la discipline nationale à la colonne vertébrale d'un corps humain, invisible mais indispensable. Sans elle, tout s'effondre. Cette philosophie s'enracinait aussi dans son observation de la nature humaine. Lee Kuan Yew savait que l'homme livré à lui-même tend à la facilité. Le confort, la distraction, la paresse guettent toutes les civilisations. C'est pourquoi il pensait qu'un bon gouvernement doit aider les citoyens à résister à ces dérives, non pas en les punissant, mais en structurant leurs habitudes. Il croyait à la force de l'éducation et à la puissance de l'exemple. Les dirigeants devaient incarner cette discipline par leur comportement. Un ministre en retard,
Un fonctionnaire négligent ou un enseignant indiscipliné représentait, selon lui, une faute morale. La responsabilité des élites était immense. Montrer la voie, non par des discours, mais par la cohérence entre leurs paroles et leurs actes. Au fil des décennies, cette exigence façonna une identité singapourienne unique. Le monde entier fut impressionné par la précision avec laquelle la petite cité-État fonctionnait. Rues impeccables, infrastructures sans faille, administration rapide, citoyens disciplinés. Beaucoup y voyaient une rigueur excessive, presque militaire. Mais pour les Singapouriens, c'était une fierté nationale, le signe d'une société qui avait choisi la voie de la maîtrise plutôt que celle du désordre. Cette discipline devint la clé de leur succès économique. Les entreprises étrangères savaient qu'en investissant à Singapour, elles trouveraient un environnement stable, efficace et prévisible. Lee Kuan Yew n'imposait pas la discipline par la peur, mais par la conviction que sans elle, la liberté devient stérile. Il ne rejetait pas la liberté d'expression, mais il la plaçait dans un cadre où chaque mot devait construire, non détruire. Pour lui, une société indisciplinée finit toujours par s'autodétruire, car elle gaspille ses forces à corriger ses propres erreurs. Il voulait éviter cela à tout prix. La discipline collective permettait d'économiser de l'énergie, de concentrer les efforts sur la croissance, l'éducation et la technologie. En fin de compte, la discipline à Singapour ne fut pas seulement une politique d'État, mais une culture du progrès. Elle enseigna aux citoyens que la prospérité ne tombe pas du ciel, qu'elle se cultive dans la constance, la propreté, la rigueur et le respect des règles. Elle transforma un peuple hétérogène en une communauté unie autour d'un idéal commun, faire de Singapour un modèle d'efficacité et d'ordre dans le monde. Ainsi, quand on parle aujourd'hui du miracle singapourien, il ne s'agit pas d'un miracle du hasard, mais du fruit d'une volonté collective disciplinée. Lee Kuan Yew fit de la rigueur une vertu nationale et de la discipline le socle sur lequel reposait tout le progrès. Il prouva qu'un peuple ordonné et conscient de ses responsabilités peut accomplir en quelques décennies ce que d'autres nations ne parviennent pas à réaliser en un siècle. La discipline fut, et demeure encore aujourd'hui, la signature morale de Singapour, un pays petit par sa taille, mais grand par sa maîtrise. Chapitre 4. L'éducation. La véritable richesse d'un pays. Lorsque Lee Kuan Yew observait le Singapour des années 60, il voyait un petit territoire sans ressources naturelles, sans mines d'or, sans pétrole, sans terres agricoles, vastes et fertiles. Il savait que son pays n'avait qu'une seule arme, un seul trésor capable de transformer la pauvreté en prospérité, l'intelligence humaine. C'est à partir de cette conviction qu'il a placé l'éducation au cœur de son projet national. Pour lui, éduquer un peuple, c'était lui donner la capacité de comprendre le monde, d'y trouver sa place, et surtout de participer activement à sa construction. Il disait souvent que les nations ne se construisent pas avec des pierres, mais avec des hommes. Cette idée allait guider toutes ses réformes. Dès les premières années de son mandat, il fit de l'école le pilier du développement de Singapour. Il ne s'agissait pas simplement d'apprendre à lire et à écrire, mais de former des citoyens disciplinés, curieux et responsables. Dans un monde en rapide transformation, où la technologie et le commerce international prenaient une place grandissante, Lee Kuan Yew comprit que la survie de Singapour dépendrait de sa capacité à produire des cerveaux plutôt que des matières premières. L'éducation devait être adaptée aux besoins réels du pays, rigueur, compétence, innovation et esprit collectif. Mais avant d'atteindre ce niveau d'excellence, il fallait d'abord reconstruire un système scolaire défaillant, marqué par la pauvreté et le manque d'infrastructures. Les classes étaient surchargées, les enseignants mal formés, et beaucoup d'enfants abandonnèrent l'école très tôt pour aider leur famille. Lee Kuan Yew décida alors de mobiliser les ressources limitées de l'État pour bâtir des écoles solides, propres et bien encadrées. Il croyait que la dignité d'un pays commence dans la salle de classe, dans le respect que l'on accorde à l'enfant et à son avenir. Il imposa aussi une idée essentielle. L'éducation devait être méritocratique. À Singapour, la réussite ne devait pas dépendre du nom de famille, du statut social ou de la fortune, mais du travail et du talent. Cela signifiait que chaque enfant, qu'il soit issu d'un quartier pauvre ou d'une famille aisée,
avaient la même chance de réussir s'ils se donnaient les moyens. Le mérite devenait le moteur principal de la société. Les meilleurs élèves étaient encouragés, soutenus et parfois envoyés à l'étranger pour poursuivre leurs études. En retour, ils avaient le devoir de revenir servir leur pays, non pas comme une contrainte, mais comme un acte de gratitude. Lee Kuan Yew avait compris que l'éducation n'était pas qu'une question de diplôme, mais aussi de caractère. L'école, selon lui, devait enseigner non seulement à réfléchir, mais à se comporter avec honnêteté, discipline et respect. Il ne voulait pas que ses citoyens soient simplement intelligents, il voulait qu'ils soient justes, travailleurs et conscients de leur rôle dans la société. Ainsi, il encouragea les écoles à inculquer des valeurs morales fortes, le sens du devoir, la ponctualité, le respect de l'autorité et la solidarité. Ce mélange d'intelligence et de discipline allait devenir la marque de fabrique du modèle singapourien. L'éducation était également un instrument d'unité nationale. Dans un pays où cohabitaient différentes ethnies, chinois, malais, indiens et autres minorités, il fallait construire un sentiment d'appartenance commun. L'école devint alors le lieu où l'on apprenait non seulement les mathématiques ou les sciences, mais aussi la tolérance et le respect de la diversité. Lee Kuan Yew insistait pour que chaque citoyen se sente d'abord singapourien avant d'être défini par son origine. C'est dans les salles de classe que naquit cette identité partagée, ciment essentiel de la stabilité du pays. Pour réussir ce pari, le gouvernement mit en place des réformes ambitieuses. Programmes modernisés, formation rigoureuse des enseignants et évaluation permanente des élèves. Rien n'était laissé au hasard. Lee Kuan Yew croyait que l'école devait préparer à la vie réelle et non enfermer les jeunes dans des théories déconnectées du monde. Il encouragea donc l'apprentissage des langues, l'anglais comme langue de communication internationale et les langues maternelles pour préserver la culture et les racines. Cette double compétence linguistique allait ouvrir les portes du monde aux Singapouriens, leur permettant de commercer, d'innover et de collaborer sur la scène mondiale. Il encouragea aussi les filières techniques et scientifiques. Pour lui, un pays qui veut se développer ne peut pas se contenter de former des bureaucrates ou des théoriciens. Il faut des ingénieurs, des techniciens, des artisans de haut niveau capables de bâtir des infrastructures, d'entretenir les machines et de faire tourner les industries. Singapour développa ainsi un système d'éducation qui valorisait toutes les formes de compétences, qu'elles soient intellectuelles ou manuelles. Chaque métier avait sa dignité. Chaque rôle contribuait à la grandeur du pays. Au fil des années, les résultats furent spectaculaires. Les jeunes Singapouriens devinrent parmi les plus performants du monde. Leur discipline, leur maîtrise des langues et leur rigueur professionnelle impressionnaient les entreprises étrangères qui commencèrent à investir massivement dans le pays. Ce fut le début du miracle de Singapour. Une société pauvre en ressources mais riche en talents. L'éducation avait transformé une île sans avenir en un centre mondial du commerce, de la technologie et de la finance. Mais Lee Kuan Yew ne s'arrêta pas là. Il voulait que la formation soit un processus continu. Selon lui, l'apprentissage ne devait jamais s'arrêter après l'école. Les adultes devaient continuer à se former, à s'adapter aux nouvelles technologies et aux exigences du marché. C'est ainsi qu'il développa la formation professionnelle et le concept d'apprentissage tout au long de la vie. Chaque citoyen devait se voir comme un étudiant permanent, toujours prêt à apprendre, à se réinventer, à améliorer ses compétences. Cette mentalité permit à Singapour de rester compétitif dans un monde en perpétuel changement. Lee Kuan Yew considérait aussi la famille comme la première école. Il croyait profondément que les parents ont une responsabilité cruciale dans la formation du caractère de leurs enfants. L'école pouvait enseigner les connaissances, mais les valeurs, comme la discipline, la gratitude et l'honnêteté, se transmettent d'abord à la maison. Il encourageait les parents à donner l'exemple, à montrer à leurs enfants que la réussite n'est pas un don du hasard, mais le fruit du travail et de la persévérance. Pour lui, une nation forte commence par des familles fortes. Il mit également en garde contre les dangers d'un système éducatif trop élitiste ou déconnecté des réalités sociales. Même si la méritocratie était essentielle, il fallait veiller à ce que personne ne soit laissé de côté. C'est pourquoi le gouvernement investit dans des programmes d'aide pour les familles modestes.
afin que chaque enfant ait accès à une éducation de qualité, quel que soit son milieu d'origine. La justice sociale n'était pas une idée abstraite, mais une nécessité pratique pour maintenir la cohésion nationale. Lee Kuan Yew répétait souvent que la véritable richesse d'un pays se mesure à la qualité de ses citoyens. Les ressources naturelles peuvent s'épuiser, les industries peuvent disparaître, mais un peuple éduqué peut toujours se réinventer. Il savait que l'avenir de Singapour dépendait moins des circonstances extérieures que de la capacité des Singapouriens à réfléchir, à innover, à collaborer et à persévérer. Aujourd'hui encore, l'exemple de Singapour montre la puissance d'une vision centrée sur l'éducation. En à peine une génération, un peuple sans repères économiques est devenu l'un des plus prospères et des plus respectés du monde. Cette transformation ne doit rien au hasard, elle est le fruit d'une politique cohérente, d'une exigence constante et d'une foi inébranlable dans le pouvoir du savoir. Ainsi, le message que nous laisse Lee Kuan Yew à travers ce chapitre est universel. Un pays ne peut pas acheter son avenir, il doit le construire à travers ses enfants. Chaque livre ouvert, chaque enseignant respecté, chaque élève encouragé est une brique ajoutée à l'édifice national. L'éducation est le moteur silencieux de toutes les réussites, la racine invisible de la prospérité. Là où d'autres accumulent des ressources, Singapour a choisi d'accumuler des esprits éveillés. Et c'est cette décision, plus que toute autre, qui l'a propulsé du tiers-monde au rang des nations modèles. Chapitre 5. L'économie de la transformation. Lorsque Lee Kuan Yew prit les rênes de Singapour, l'économie du pays était au bord du gouffre. Aucun pays ne voulait réellement investir dans une île dépourvue de ressources naturelles, sans marché intérieur significatif et encore marqué par l'instabilité politique. Pourtant, Lee Kuan Yew voyait dans ce vide une opportunité. Là où beaucoup voyaient un territoire condamné à la dépendance, lui voyait un laboratoire économique, un lieu où l'on pouvait construire un modèle entièrement nouveau, basé non pas sur ce que la nature avait donné, mais sur ce que la volonté humaine pouvait créer. Le point de départ fut une idée simple mais révolutionnaire. Pour se développer, Singapour devait s'ouvrir au monde. Dans une époque où de nombreux pays du tiers-monde choisissaient la fermeture économique et la méfiance envers les puissances étrangères, Lee Kuan Yew prit le chemin inverse. Il comprit que l'indépendance ne signifiait pas l'isolement, mais la capacité à négocier intelligemment avec les autres nations. Il mit donc en place une politique visant à attirer les investisseurs étrangers, tout en préservant le contrôle national sur les orientations majeures. Cette ouverture calculée allait devenir la clé de la transformation de Singapour. Dès le départ, le gouvernement singapourien s'efforça de créer un climat de confiance. Il fallait que les grandes entreprises internationales perçoivent Singapour comme un lieu sûr pour leurs capitaux. Cela signifiait garantir la stabilité politique, une justice équitable et une administration efficace. Lee Kuan Yew savait que les investisseurs ne cherchent pas seulement des faibles coûts de main-d'œuvre, mais aussi la sécurité et la prévisibilité. C'est pourquoi il fit de la lutte contre la corruption et de la rigueur administrative des priorités absolues. À Singapour, aucune décision économique n'était laissée au hasard. Chaque réforme, chaque loi, chaque projet était conçu pour renforcer la crédibilité du pays aux yeux du monde. Très vite, les résultats se firent sentir. Des entreprises japonaises, américaines et européennes commencèrent à s'installer sur l'île, attirées par la transparence du gouvernement, la discipline de la population et la qualité des infrastructures. Les zones industrielles furent planifiées avec une précision remarquable. On y construisit des routes, des ports, des entrepôts et des centrales électriques modernes. Chaque détail était pensé pour maximiser l'efficacité. Lee Kuan Yew considérait que l'économie devait fonctionner comme une montre suisse. Chaque pièce, aussi petite soit-elle, devait être parfaitement ajustée. Mais au-delà de l'accueil des capitaux étrangers, il voulait aussi bâtir une économie capable de transformer la matière première la plus précieuse du pays, la main-d'œuvre. Pour cela, il fallait former une population hautement qualifiée, disciplinée et adaptable. Le gouvernement mit donc en place une politique de formation continue alignée sur les besoins du marché. Lorsqu'une nouvelle industrie s'installait à Singapour, les écoles techniques et les centres de formation adaptaient immédiatement leurs programmes pour fournir la main-d'œuvre nécessaire. Cette coordination entre l'État, les entreprises et les institutions éducatives fit de Singapour un modèle unique d'efficacité.
Lee Kuan Yew croyait que la croissance économique ne devait pas être laissée aux seules forces du marché. Il respectait le capitalisme, mais il savait que sans une planification intelligente, celui-ci pouvait conduire au désordre et à l'injustice. C'est pourquoi il mit en place ce que l'on appelle aujourd'hui un capitalisme contrôlé. Un système où la liberté d'entreprendre existe, mais dans un cadre strict orienté vers le bien commun. Le gouvernement jouait un rôle central, non pas comme un concurrent du secteur privé, mais comme un architecte et un gardien du système. Sous sa direction, Singapour devint un laboratoire d'équilibre entre l'efficacité du marché et la vision à long terme de l'État. Par exemple, le gouvernement possédait ou contrôlait certaines entreprises stratégiques dans les domaines du transport, de l'énergie ou du logement, mais laissait les secteurs concurrentiels se développer librement. Cela permit d'éviter les excès de spéculation et les déséquilibres que connaissent souvent les économies purement libérales. Le but n'était pas d'enrichir quelques-uns, mais d'élever toute la nation. L'une des plus grandes forces de Lee Kuan Yew fut sa capacité à planifier à long terme. Alors que la plupart des dirigeants se concentraient sur les résultats immédiats, lui pensait en décennies. Il savait qu'un pays ne se transforme pas du jour au lendemain, mais par une accumulation patiente de décisions cohérentes. Chaque politique publique, qu'il s'agisse du logement, de l'éducation ou de l'environnement, était conçue pour soutenir la croissance future. Rien n'était improvisé. Cette vision à long terme inspira la confiance non seulement des citoyens, mais aussi des investisseurs étrangers, qui savaient que Singapour offrait une stabilité rare dans le monde en développement. Pour renforcer son attractivité, Lee Kuan Yew fit de Singapour une plaque tournante du commerce international. Sa position géographique, au cœur des routes maritimes entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique, fut exploitée au maximum. Le port de Singapour devint rapidement l'un des plus performants du monde, grâce à une gestion exemplaire et à des technologies modernes. L'efficacité logistique du pays était telle que les bateaux préféraient parfois faire escale à Singapour plutôt que dans des ports plus proches, simplement pour la rapidité et la qualité du service. Ce succès logistique attira naturellement de nouveaux investissements, créant un cercle vertueux de croissance et de confiance. Mais Lee Kuan Yew savait aussi que le commerce seul ne suffisait pas. Il fallait diversifier l'économie pour éviter toute dépendance excessive à un seul secteur. C'est pourquoi Singapour investit massivement dans l'industrie manufacturière, l'électronique, la finance et plus tard les technologies de l'information. Le pays devint un centre mondial de production et d'innovation, capable de rivaliser avec des nations beaucoup plus grandes. Ce miracle économique ne fut pas le fruit du hasard, mais celui d'une stratégie rigoureuse, exécutée avec discipline. Ce modèle hybride, entre capitalisme et planification, permit à Singapour d'éviter les erreurs fréquentes du développement rapide. Dans de nombreux pays, la croissance économique s'accompagne de déséquilibres, inflation, inégalité, corruption ou spéculation. Singapour, au contraire, maintint une stabilité exemplaire. Chaque dollar investi servait à renforcer les fondations du pays. Le gouvernement, bien que ferme, restait pragmatique. Il n'hésitait pas à corriger ses politiques lorsqu'elles ne donnaient pas les résultats escomptés. Ce pragmatisme devint l'une des signatures du leadership de Lee Kuan Yew. Il croyait aussi profondément à la valeur du travail bien fait. Pour lui, le développement économique n'était pas qu'une question de chiffres, mais d'attitude. Une société prospère se construit par la somme des efforts individuels, par la rigueur quotidienne et par le refus de la médiocrité. Il encourageait les citoyens à voir dans leur travail non pas une corvée, mais une contribution à la grandeur collective. Cette mentalité transforma la culture nationale. Chaque ouvrier, chaque fonctionnaire, chaque entrepreneur voyait dans sa tâche une responsabilité envers la nation. À mesure que les investissements étrangers affluaient, le niveau de vie des Singapouriens s'éleva rapidement. Le gouvernement veillait à ce que cette prospérité soit partagée équitablement. Des politiques de logement accessibles furent mises en place, permettant à la majorité des citoyens de devenir propriétaires. Cela renforça le sentiment de stabilité et d'appartenance, et créa une classe moyenne solide, pilier de toute économie durable. La croissance n'était pas un luxe réservé à une élite, mais un moteur collectif. Un autre pilier de la transformation économique fut la confiance dans la planification urbaine.
Lee Kuan Yew savait que la croissance ne pouvait être durable que si elle s'accompagnait d'un environnement propre, ordonné et agréable à vivre. Les villes devaient refléter la discipline et l'efficacité du pays. Ainsi, Singapour devint non seulement un centre financier, mais aussi un exemple mondial d'urbanisme moderne et fonctionnel. L'ordre visible des rues, la propreté et la verdure n'étaient pas de simples symboles. Ils incarnaient la philosophie du progrès ordonné et réfléchi. Le succès du modèle singapourien repose aussi sur la confiance entre l'État et les citoyens. Les Singapouriens savaient que leur gouvernement, même strict, agissait dans leur intérêt. Cette confiance permit de mettre en œuvre des politiques parfois impopulaires à court terme, mais bénéfiques à long terme. Par exemple, le gouvernement limita certaines libertés économiques dans le but de protéger la stabilité du pays. Mais parce que les résultats étaient tangibles, emploi, sécurité, prospérité, la population suivit. En peu de temps, Singapour passa d'un port de transit pauvre à une économie dynamique, respectée et enviée. Ce succès attira l'attention du monde entier. Des dirigeants de nombreux pays vinrent étudier le P-modèle Lee Kuan Yew, cherchant à comprendre comment un si petit territoire avait pu accomplir une telle transformation. Sa réponse était toujours la même: discipline, intégrité, planification et travail collectif. Mais il insistait aussi sur un point essentiel: l'économie n'est pas une fin en soi. Elle n'a de valeur que si elle sert à élever le niveau moral et intellectuel du peuple. Pour lui, la richesse n'avait de sens que si elle renforçait la dignité et la cohésion de la nation. C'est pourquoi, malgré la modernité croissante de Singapour, il veilla à conserver des valeurs de simplicité et de responsabilité. Le luxe ostentatoire, la spéculation et la paresse étaient découragés. Il voulait une prospérité équilibrée, bâtie sur le mérite, la justice et la rigueur. Ainsi, le chapitre de l'économie de la transformation raconte bien plus qu'une réussite économique. Il raconte une philosophie de développement, celle d'un pays qui, au lieu de subir la mondialisation, a choisi de la maîtriser, celle d'un peuple qui a remplacé la fatalité par la stratégie, celle d'un dirigeant qui a compris que la grandeur d'une nation ne dépend pas de sa taille, mais de la clarté de sa vision et de la discipline de son peuple. Singapour n'a pas attendu la chance, elle l'a créée. Et c'est là, sans doute, la plus grande leçon que nous laisse Lee Kuan Yew. Chapitre 6. Le multiculturalisme comme force, pas comme faiblesse. Lorsque Singapour accéda à l'indépendance, le pays était un mélange complexe de peuples, de langues et de religions. Chinois, Malais, Indiens et Eurasiens cohabitaient dans un espace minuscule, souvent divisé par des tensions héritées du passé colonial et des différences culturelles profondes. Beaucoup de dirigeants étrangers pensaient que cette diversité condamnerait Singapour à l'instabilité permanente. Pourtant, Lee Kuan Yew voyait dans cette mosaïque humaine non pas une menace mais une opportunité. Il croyait que la diversité, si elle était bien gérée, pouvait devenir une force unificatrice, un levier de créativité et de résilience. Ce pari audacieux allait devenir l'un des fondements du modèle singapourien. Dès le départ, Lee Kuan Yew comprit que le multiculturalisme ne pouvait pas se construire sur des discours ou des slogans. Il devait s'appuyer sur des principes concrets et des institutions solides. Il décida donc que la base de la cohésion nationale ne serait pas l'origine ethnique, ni la religion, ni la langue, mais le mérite et la loyauté envers la nation. Dans cette vision, chaque citoyen, quel que soit son passé, devait avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le succès ne devait dépendre que du travail, de la discipline et du talent. Ce choix audacieux brisait les logiques communautaires et ouvrait la voie à une nouvelle identité collective, celle d'un peuple singapourien avant tout. Pour instaurer cette égalité réelle, il fallait un État impartial, au-dessus des appartenances ethniques et religieuses. Lee Kuan Yew savait qu'une seule trace de favoritisme pouvait détruire des années d'efforts. C'est pourquoi il mit un point d'honneur à ce que la neutralité du gouvernement soit absolue. Les institutions publiques, les écoles, les forces de l'ordre, tout devait fonctionner selon des règles de justice et de mérite. Personne ne devait obtenir une place, un poste ou un avantage en raison de sa communauté d'origine. Dans une région du monde où les conflits identitaires étaient fréquents, ce modèle d'impartialité fut une révolution. Mais cette neutralité ne signifiait pas l'effacement des identités culturelles.
Au contraire, Lee Kuan Yew encourageait chaque groupe à préserver sa langue, sa culture et sa religion, à condition que cela ne remette pas en cause l'unité nationale. Il croyait que la richesse de Singapour venait justement de cette pluralité harmonieuse. Ainsi, le gouvernement instaura une politique d'équilibre. Toutes les grandes communautés disposaient d'un espace d'expression, mais aucune ne pouvait dominer l'autre. L'école joua ici un rôle central. Les enfants, dès leur plus jeune âge, apprenaient à respecter la diversité et à parler plusieurs langues. L'anglais fut choisi comme langue commune, non pour effacer les langues locales, mais pour créer un pont entre elles. Cette politique linguistique, souvent citée comme un exemple de clairvoyance, permit à Singapour d'éviter bien des divisions. Dans un pays où la langue aurait pu être un instrument de séparation, elle devint un instrument d'unité. Les Singapouriens purent communiquer entre eux sans barrière, tout en conservant la fierté de leurs racines. C'est ainsi qu'un équilibre subtil s'installa. La modernité sans la perte d'identité, la diversité sans le désordre. Lee Kuan Yew savait que l'unité nationale ne pouvait être imposée par la peur ou par la contrainte. Elle devait se construire sur la confiance et sur des valeurs communes. Il insista donc sur 3 piliers fondamentaux: la loyauté envers la nation, le respect de la loi et la recherche de l'excellence. Ces 3 principes furent enseignés dans les écoles, promus dans les médias et incarnés par les institutions. La cohésion ne reposait plus sur l'origine, mais sur le comportement. Être un bon citoyen singapourien, c'était être honnête, discipliné et travailleur, quelle que soit sa culture. Ce modèle de société méritocratique eut un effet profond sur la mentalité collective. Chacun comprit que sa réussite dépendait de ses efforts, et non de ses privilèges ou de ses origines. Cela créa une culture du mérite où les talents pouvaient émerger librement, où les postes de responsabilité étaient attribués aux plus compétents. Cette méritocratie donna à Singapour un avantage considérable. Elle attira les meilleurs esprits et motiva chacun à donner le meilleur de lui-même. La compétition encadrée par la justice devint un moteur de progrès. Mais pour que ce système fonctionne, il fallait éviter les pièges du communautarisme latent. Lee Kuan Yew imposa donc une vigilance constante. Il interdit toute exploitation politique des différences ethniques ou religieuses. Les partis politiques basés sur la race ou la religion furent bannis. Les discours divisant la population étaient sévèrement sanctionnés. Cette fermeté choqua parfois les observateurs étrangers, mais elle sauva le pays de conflits internes qui auraient pu être désastreux. Pour lui, la liberté d'expression ne devait jamais devenir un instrument de haine ou de manipulation. Le gouvernement mit aussi en place des mesures concrètes pour encourager la mixité sociale. Par exemple, dans les logements publics, où vit la majorité de la population, des quotas furent établis pour garantir la présence équilibrée de toutes les communautés. Cela empêcha la formation de ghettos ethniques et favorisa la cohabitation quotidienne. Cette proximité, parfois inconfortable au début, força les gens à se connaître, à se comprendre, à s'entraider. Avec le temps, elle créa un sentiment d'unité profonde, plus fort que n'importe quel slogan patriotique. La neutralité de l'État se manifesta aussi dans la gestion des religions. Singapour abritait des temples hindous, des mosquées, des églises et des pagodes, souvent à quelques rues les uns des autres. Cette diversité aurait pu devenir explosive, mais le gouvernement sut établir des règles claires. Liberté de culte totale, à condition que les activités religieuses ne menacent pas l'ordre public ni l'unité nationale. Les dirigeants religieux étaient consultés régulièrement, et les conflits potentiels désamorcés avant qu'ils ne dégénèrent. Ce dialogue constant entre l'État et les communautés permit à la paix religieuse de s'enraciner durablement. Ce modèle de multiculturalisme ordonné fit de Singapour un cas unique dans le monde. Tandis que d'autres nations se déchiraient sur des questions d'identité, Singapour prospérait dans la diversité. Les entreprises étrangères y voyaient un atout, un pays capable de comprendre plusieurs cultures, de parler plusieurs langues et de collaborer sans friction. Cette ouverture culturelle renforça encore l'attractivité du pays sur la scène internationale. Lee Kuan Yew aimait répéter que l'unité d'un peuple ne se mesure pas dans les périodes de calme, mais dans les moments de crise. Et Singapour en connut plusieurs: crises économiques, tensions régionales, changements sociaux rapides. À chaque fois, le pays resta debout, uni et discipliné.
Ce fut la preuve que la cohésion nationale n'était pas un hasard, mais le fruit d'un travail méthodique. Le multiculturalisme à la singapourienne n'était pas un simple idéal moral, mais une stratégie politique, sociale et économique, indispensable à la survie du pays. Ce modèle fut aussi une école de tolérance. Les Singapouriens apprirent à voir la différence non comme une menace, mais comme une richesse. Ils comprirent que l'harmonie ne consiste pas à gommer les contrastes, mais à les faire dialoguer. Dans les écoles, les bureaux, les marchés, la diversité culturelle n'était plus une barrière, mais une fierté. C'est cette capacité à transformer une fragilité en atout qui fit de Singapour un symbole mondial de coexistence pacifique. Au cœur de cette réussite se trouvait une idée simple: l'identité nationale n'est pas un héritage, c'est une construction. Chaque génération doit la nourrir, la défendre et l'incarner. Lee Kuan Yew avait semé les graines d'une nation nouvelle et les Singapouriens, en les cultivant, prouvèrent que l'unité n'est pas une question de sang, mais de volonté commune. Ainsi, le multiculturalisme singapourien devint bien plus qu'un principe politique, il devint un art de vivre. Un équilibre entre la fierté individuelle et la loyauté collective, entre la liberté personnelle et la responsabilité sociale. Dans un monde où les divisions identitaires continuent de déchirer les sociétés, Singapour rappelle que la paix ne vient pas de la ressemblance, mais du respect. Et que lorsqu'une nation choisit de bâtir sur la confiance, le mérite et la justice, même la plus grande diversité peut devenir sa plus grande force. Chapitre 7. La politique étrangère du réalisme. Lorsque Singapour accéda à son indépendance en 1965, le jeune État était entouré de puissances régionales beaucoup plus grandes, plus riches et plus influentes. La Malaisie au nord, l'Indonésie au sud, et plus loin la Chine et l'Inde constituaient un environnement géopolitique complexe, souvent imprévisible, parfois même hostile. Lee Kuan Yew savait que la survie d'un petit pays comme Singapour ne pouvait reposer ni sur la force militaire ni sur les ressources naturelles, car il n'en possédait pratiquement aucune. Sa seule arme serait son intelligence stratégique, son pragmatisme et sa capacité à anticiper les changements du monde. C'est dans cet esprit qu'il façonna une politique étrangère d'un réalisme absolu, guidée non par les émotions, mais par la nécessité de protéger les intérêts vitaux de la nation. Lee Kuan Yew ne nourrissait aucune illusion sur la nature du monde. Il considérait les relations internationales comme une arène où les idéaux comptent peu face aux rapports de force. Dans cette jungle diplomatique, disait-il souvent, un petit pays n'a pas le droit à l'erreur. Il doit se montrer habile, lucide et prévoyant. Singapour, selon lui, devait apprendre à danser avec les géants sans se faire écraser. Pour cela, il fallait connaître leurs mouvements, comprendre leurs ambitions et savoir quand s'allier, quand se distancer et quand rester neutre. C'est ainsi qu'il fit de la diplomatie une science de survie nationale, une arme aussi puissante que n'importe quelle armée. Dès les premières années de son indépendance, Singapour se retrouva face à des défis immenses. La séparation d'avec la Malaisie n'avait pas seulement brisé une union politique, elle avait aussi fragilisé les liens économiques, commerciaux et humains entre les deux peuples. Certains dirigeants malaisiens considéraient Singapour comme un enfant ingrat, d'autres comme un rival à surveiller. Dans le même temps, l'Indonésie, alors dirigée par Sukarno, menait une politique d'agression appelée « confrontasie », qui visait à affaiblir les pays soutenus par l'Occident. Des sabotages eurent lieu sur le sol singapourien, et la menace d'une invasion n'était pas qu'une crainte théorique. Dans ce contexte tendu, Lee Kuan Yew comprit qu'il devait absolument assurer la sécurité extérieure du pays tout en maintenant la cohésion interne. Il savait que la survie de Singapour dépendrait de sa capacité à inspirer confiance à ses voisins sans jamais apparaître comme une menace. Il mit donc en place une diplomatie du respect mutuel, de la non-ingérence et du réalisme. Il ne cherchait pas à imposer des idéologies, mais à bâtir des relations fondées sur les intérêts communs. Cette approche permit à Singapour de stabiliser progressivement ses relations avec la Malaisie et l'Indonésie, transformant la méfiance en coopération prudente. L'un des principes fondamentaux de la politique étrangère de Lee Kuan Yew était la neutralité stratégique. Singapour, bien que proche des puissances occidentales, refusa toujours de se laisser enfermer dans un camp. Pendant la guerre froide, le monde était divisé entre le bloc capitaliste mené par les États-Unis et le bloc communiste dominé par l'Union soviétique et la Chine.
Beaucoup de petits pays furent entraînés dans cette lutte d'influence, parfois au prix de leur stabilité. Mais Singapour, elle, choisit une voie indépendante. Elle commerçait avec tout le monde, coopérait avec les deux blocs et se gardait de prendre position idéologiquement. Lee Kuan Yew disait souvent « Nous sommes amis avec tous mais dépendants de personne ». Cette phrase résumait à elle seule toute la philosophie diplomatique du pays. Il savait que la dépendance politique ou économique à une seule puissance serait fatale. Singapour devait rester libre de choisir ses alliances en fonction de ses propres intérêts et non des intérêts d'autrui. Pour cela, il diversifia ses partenaires économiques, signa des accords commerciaux avec des pays d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Amérique. Ce pragmatisme diplomatique permit au pays d'éviter les crises majeures qui auraient pu naître d'une position trop tranchée dans un monde polarisé. En parallèle, Lee Kuan Yew s'efforça de donner à Singapour une image internationale de fiabilité, de sérieux et de compétence. Le pays devint rapidement un partenaire de confiance pour les grandes puissances. Les dirigeants occidentaux voyaient en lui un modèle d'efficacité économique et de stabilité politique, tandis que les nations asiatiques respectaient son indépendance d'esprit et sa capacité à défendre ses intérêts sans arrogance. Dans les réunions internationales, Lee Kuan Yew parlait avec calme, mais avec une lucidité implacable. Il ne cherchait jamais à flatter, ni à provoquer, mais à exposer la réalité telle qu'elle était. Son franc-parler lui valut parfois des critiques, mais aussi un immense respect. L'une des grandes réussites de sa politique étrangère fut d'avoir su transformer Singapour en une plateforme mondiale du commerce et de la diplomatie. Grâce à sa position géographique stratégique au carrefour des routes maritimes entre l'océan Indien et le Pacifique, le pays devint un point de passage incontournable pour le commerce international. Mais cette réussite n'était pas seulement due à la géographie, elle était le fruit d'une planification rigoureuse. Lee Kuan Yew fit moderniser les ports, sécuriser les infrastructures et attirer les entreprises étrangères en leur garantissant un environnement stable et transparent. Cela renforça la place de Singapour dans le monde tout en consolidant ses relations diplomatiques avec les nations commerçantes. Pour Lee Kuan Yew, la diplomatie n'était pas seulement une question de discours ou de protocole, c'était une question de survie économique. Dans un monde globalisé, disait-il, la prospérité d'un petit pays dépend de sa capacité à rester indispensable. Singapour devait donc être utile à tous, aux investisseurs, aux commerçants, aux puissances régionales et même aux grandes nations militaires. En devenant un carrefour financier, technologique et logistique, le pays devint un acteur que personne ne pouvait ignorer, ni menacer, sans risquer de perdre un partenaire précieux. Mais cette indépendance diplomatique exigeait aussi une grande vigilance. Lee Kuan Yew avertissait sans cesse ses compatriotes. « Nous vivons dans un monde où les forts dictent les règles et les faibles n'ont que deux choix, se plaindre ou s'adapter. » Pour lui, se plaindre était inutile. Il fallait s'adapter toujours. Ainsi, chaque fois que l'équilibre mondial changeait, Singapour ajustait sa stratégie. Quand la Chine commença à s'ouvrir au monde à la fin des années 1970, Lee fut l'un des premiers dirigeants à comprendre le potentiel colossal de cette transformation. Il établit rapidement des liens économiques solides avec Pékin, tout en maintenant des relations privilégiées avec les États-Unis. Cette double ouverture permit à Singapour de bénéficier des avantages des deux mondes. Son approche du réalisme politique se voyait aussi dans sa gestion des crises internationales. Lors de tensions régionales, Lee Kuan Yew refusait toujours les réactions impulsives. Il prônait le sang-froid, la prudence et la réflexion. Il savait que le prestige d'un pays ne se mesure pas à la taille de son armée, mais à la solidité de son jugement. À plusieurs reprises, Singapour joua un rôle discret mais essentiel de médiateur entre des nations en conflit, gagnant ainsi une réputation de pays sage et équilibré. Cette image renforça encore son influence diplomatique bien au-delà de sa taille réelle. Lee Kuan Yew attachait également une grande importance à la formation de diplomates compétents, cultivés et loyaux. Il considérait le service diplomatique comme l'un des piliers de la nation. Chaque ambassadeur, chaque représentant de Singapour devait incarner l'excellence, la discipline et la rigueur morale. Il ne voulait pas de diplomates qui se contentent de sourire dans les réceptions. Il voulait des stratèges capables d'analyser, d'anticiper et de défendre fermement les intérêts du pays.
Grâce à cette exigence, Singapour devint un modèle de professionnalisme dans le monde diplomatique. Le réalisme de Lee Kuan Yew ne signifiait pas cynisme. Il croyait profondément à la coopération internationale, mais à une coopération lucide, fondée sur des faits et non sur des illusions. Il refusait le dogmatisme et les slogans idéologiques. Pour lui, chaque décision devait être évaluée selon un seul critère. Cela sert-il le peuple de Singapour? Si la réponse était oui, alors la décision était juste. Sinon, elle devait être rejetée, quelle que soit sa popularité. Cette clarté morale fit de lui un dirigeant respecté, même par ses adversaires politiques. En réalité, la politique étrangère de Lee Kuan Yew fut un prolongement direct de sa philosophie intérieure, celle du mérite, de la discipline et du pragmatisme. Il appliqua à la diplomatie la même rigueur qu'à la gestion de son gouvernement. Il ne croyait pas au miracle, seulement au travail bien fait. Il savait que le respect d'un pays se gagne non par la taille de son territoire, mais par la qualité de sa gouvernance. Et c'est précisément ce que Singapour devint, un petit État au prestige immense, respecté pour sa compétence, sa stabilité et sa clairvoyance. Aujourd'hui encore, les principes du réalisme diplomatique de Lee Kuan Yew continuent de guider la politique étrangère de Singapour. Le pays reste fidèle à cette vision d'équilibre, d'indépendance et de lucidité. Il coopère avec les États-Unis tout en commerçant activement avec la Chine. Il entretient d'excellentes relations avec l'Inde tout en dialoguant avec les nations arabes. Cette flexibilité stratégique héritée du fondateur est l'une des raisons pour lesquelles Singapour demeure l'un des pays les plus stables et influents d'Asie. Le réalisme de Lee Kuan Yew n'était pas une simple stratégie, c'était une philosophie de vie. Il enseignait à son peuple que dans un monde incertain, la sagesse vaut mieux que la force, la prudence mieux que la passion, et la constance mieux que les promesses. Grâce à cette vision lucide, Singapour n'a jamais cédé à la peur ni à l'orgueil, mais a avancé avec méthode et confiance. Ainsi, dans l'histoire moderne, peu de nations ont su incarner aussi parfaitement l'idée que la grandeur n'a rien à voir avec la taille, mais tout à voir avec la clairvoyance. Et c'est peut-être là le plus grand héritage diplomatique de Lee Kuan Yew, avoir prouvé qu'un petit pays, s'il pense grand et agit avec sagesse, peut s'imposer parmi les puissants sans jamais trahir son âme. Chapitre 8. Les leçons universelles de Singapour. L'histoire de Singapour est bien plus qu'une réussite économique ou politique. C'est une parabole moderne sur la volonté, la discipline et la clairvoyance humaine. Lorsqu'un pays minuscule, dépourvu de richesses naturelles, sans armée, sans eau propre ni stabilité ethnique, parvient à se hisser en quelques décennies parmi les nations les plus prospères du monde. Il ne s'agit pas d'un hasard. C'est le résultat d'un ensemble de principes universels que toute nation, toute organisation et tout individu peuvent apprendre et adapter à leur propre contexte. Les leçons tirées de cette aventure dépassent largement les frontières de Singapour. Elles parlent à tous les peuples en quête de dignité, de progrès et de souveraineté véritable. La première de ces leçons, c'est que la taille d'un pays ou la richesse de son sol ne détermine pas son destin. Trop souvent, les nations du monde justifient leur stagnation par des excuses. Le manque de ressources, la colonisation passée, la géographie défavorable ou encore la corruption des élites. Singapour, à sa naissance, cumulait tous ces handicaps. Et pourtant, elle a choisi de regarder vers l'avant. Lee Kuan Yew a enseigné à son peuple qu'un pays ne se définit pas par ce qu'il possède, mais par ce qu'il fait de ce qu'il a. Il a transformé chaque faiblesse en moteur de créativité, chaque contrainte en opportunité. Ce réalisme visionnaire a permis à Singapour de devenir un modèle mondial, prouvant que le véritable capital d'une nation, c'est l'esprit de son peuple. La deuxième leçon, c'est le rôle du leadership. Aucun progrès durable n'est possible sans dirigeants courageux, lucides et intègres. Lee Kuan Yew n'a jamais cherché à être populaire. Il a cherché à être juste et efficace. Il savait qu'un leader digne de ce nom doit parfois prendre des décisions impopulaires pour le bien collectif. Il a imposé la discipline, la transparence et la rigueur, même quand cela allait à l'encontre des intérêts personnels de certains groupes. Il a prouvé qu'un leadership fondé sur le mérite et la responsabilité peut transformer une société entière. Son autorité ne reposait pas sur la peur, mais sur la compétence et la cohérence.
Cette leçon est universelle. Qu'il s'agisse d'un pays, d'une entreprise ou d'une famille, le leadership ne consiste pas à plaire mais à construire. La troisième leçon, c'est la rigueur morale et intellectuelle. Singapour a bâti son succès sur des valeurs simples mais solides. La discipline, le travail bien fait, la ponctualité et la responsabilité individuelle. Dans une société où chaque citoyen se sent comptable de la réussite collective, les miracles deviennent possibles. Lee Kuan Yew croyait profondément que la prospérité d'un pays commence dans le cœur et l'esprit de ses habitants. Il voulait que chaque Singapourien comprenne que la liberté n'est pas le droit de faire n'importe quoi, mais le devoir de bien faire ce qu'on a à faire. C'est cette philosophie du devoir et de la responsabilité qui a permis à la nation de rester unie et disciplinée, même dans les moments de crise. Une autre grande leçon réside dans la planification à long terme. Alors que beaucoup de gouvernements se concentrent sur des résultats immédiats pour satisfaire leurs électeurs, Lee Kuan Yew et son équipe regardaient à 30, 40, voire 50 ans en avant. Ils se demandaient constamment « Quel Singapour voulons-nous pour nos petits-enfants ?» Cette vision à long terme a guidé toutes les politiques publiques, l'éducation, le logement, l'économie, les transports, la diplomatie. Rien n'était improvisé. Chaque décision faisait partie d'un plan global, pensé pour durer. C'est cette constance stratégique, presque militaire dans sa précision, qui a permis à Singapour de croître sans dévier de sa trajectoire. Mais la leçon la plus profonde de Singapour, c'est que le progrès matériel ne suffit pas. Ce petit État a compris que la richesse n'a de sens que si elle sert à construire une société harmonieuse, juste et équilibrée. Lee Kuan Yew voulait un pays où chaque citoyen, quelle que soit son origine, puisse se sentir respecté et avoir les mêmes chances de réussir. Il a combattu les divisions ethniques et religieuses en instaurant un principe simple mais révolutionnaire, le mérite. Dans Singapour, peu importe ton nom, ta religion ou ta couleur de peau. Ce qui compte, c'est ton travail, ton intégrité et ta contribution à la nation. Ce modèle a permis d'éviter les tensions communautaires qui déchirent tant d'autres pays. À travers cette philosophie, Lee Kuan Yew a transmis une autre leçon capitale. La neutralité et l'équité de l'État. Le gouvernement ne doit pas être un instrument de privilège pour certains, mais un arbitre juste au service de tous. Dans beaucoup de pays, l'administration publique est synonyme de corruption ou d'inefficacité. À Singapour, elle est devenue un symbole d'excellence. Les fonctionnaires sont recrutés sur la base du mérite, formés avec exigence et rémunérés à la hauteur de leurs responsabilités. Cette approche a brisé la chaîne de la corruption avant qu'elle ne s'enracine. C'est une leçon que toutes les nations en développement devraient méditer. Pour qu'un pays avance, il faut d'abord que l'État soit propre, compétent et respecté. Une autre vérité universelle que révèle l'exemple singapourien, c'est que la culture du résultat doit primer sur la culture du discours. Dans le monde entier, beaucoup de nations débattent, promettent, planifient, mais peu exécutent avec rigueur. À Singapour, chaque projet, chaque réforme, chaque initiative devait se traduire par des résultats concrets, mesurables et durables. Ce pragmatisme, parfois qualifié de froideur technocratique, fut en réalité une force. Il a permis au pays de progresser sans perdre de temps dans des querelles idéologiques. Cette mentalité du « faire avant de dire » peut être adoptée partout, à condition qu'il y ait une vraie volonté politique et une culture de responsabilité. L'éducation, pierre angulaire du modèle singapourien, incarne aussi une leçon universelle. Plutôt que de chercher à former des diplômés en masse, Singapour a cherché à former des citoyens capables, responsables et créatifs. L'école n'était pas vue comme un simple lieu d'instruction, mais comme une fabrique de caractère. Les enseignants y étaient respectés comme des bâtisseurs de la nation et chaque élève était encouragé à exceller selon ses talents. Cette philosophie a produit des générations de travailleurs compétents, conscients de leur rôle dans le progrès collectif. Pour le reste du monde, le message est clair. Le développement durable ne peut exister sans une éducation exigeante, centrée sur l'effort, la discipline et la curiosité intellectuelle. L'autre aspect inspirant du modèle singapourien, c'est sa capacité à s'adapter sans perdre ses valeurs. Lee Kuan Yew n'a jamais cherché à copier aveuglément l'Occident ou à rejeter systématiquement les traditions asiatiques. Il a su combiner le meilleur des deux mondes, l'efficacité et la rationalité occidentale d'un côté,
la cohésion sociale et le respect de l'autorité issue des cultures orientales de l'autre. Cette synthèse a donné naissance à un modèle unique, que l'on peut qualifier de modernité enracinée. Il a prouvé qu'il est possible d'être ouvert au monde sans perdre son identité. C'est une leçon essentielle à une époque où la mondialisation pousse souvent les nations à sacrifier leur culture au profit du conformisme global. Un autre enseignement important de Singapour réside dans la maîtrise des émotions collectives. Dans un monde où la politique est souvent dominée par les passions, la démagogie et les divisions, Singapour a privilégié la raison et la stabilité. Lee Kuan Yew croyait fermement que les peuples émus prennent de mauvaises décisions. Il a donc appris à ses citoyens à réfléchir avant de réagir, à évaluer avant de juger. Cette maturité politique a permis au pays d'éviter les crises internes qui auraient pu le détruire. C'est une leçon universelle. Une société qui apprend à penser avant d'agir devient invincible. La réussite singapourienne montre aussi que le progrès n'est pas incompatible avec la morale. Trop de nations associent développement à corruption ou prospérité à inégalité. Singapour a prouvé qu'on peut être riche sans être injuste, puissant sans être arrogant, moderne sans être déshumanisé. Cela tient à une conception exigeante de la responsabilité. Plus on a de pouvoir ou de succès, plus on doit servir avec humilité et exemplarité. Ce sens du devoir public, profondément enraciné dans la culture singapourienne, est un antidote à la décadence morale que connaissent tant de sociétés contemporaines. Cependant, Lee Kuan Yew n'a jamais prétendu que son modèle pouvait être copié à l'identique. Il disait souvent « Chaque nation doit trouver son propre chemin ». Le succès de Singapour tient à un contexte unique, sa taille, sa géographie, son histoire. Mais les principes qui l'ont guidé sont universels. La rigueur, la responsabilité, la transparence, la discipline et la vision à long terme. Ce ne sont pas des recettes techniques, mais des valeurs humaines, applicables partout, à condition qu'elles soient sincèrement incarnées. Le monde moderne, confronté à des crises économiques, écologiques et morales, aurait beaucoup à gagner à méditer l'exemple de Singapour. Non pas pour l'imiter, mais pour comprendre ce qu'il enseigne, qu'une société disciplinée et éthique peut triompher de toutes les contraintes, que la richesse d'un peuple ne vient pas de ses ressources, mais de sa capacité à penser juste, à agir droit et à rester uni dans la tempête. L'héritage de Lee Kuan Yew dépasse donc les frontières de son île. Il appartient désormais à l'humanité tout entière. Son œuvre rappelle qu'il n'existe pas de fatalité nationale. Aucune nation n'est condamnée à la pauvreté ou à la corruption si elle choisit le courage, la rigueur et la lucidité. L'histoire de Singapour est celle d'un peuple qui a refusé la résignation, qui a décidé de croire en lui-même et qui a prouvé au monde qu'avec une vision claire et une discipline constante, même les rêves les plus impossibles peuvent devenir réalité. Ainsi, la plus grande leçon de Singapour est peut-être celle-ci. Le vrai miracle n'est pas économique, mais moral. C'est celui d'une nation qui, par la force de sa volonté, a su se réinventer sans jamais trahir son âme. Et à travers elle, l'humanité entière découvre qu'il n'est jamais trop tard pour bâtir un avenir digne, à condition d'avoir la foi dans l'effort, la sagesse dans la décision et le courage dans l'action. L'histoire de Singapour est celle d'une renaissance humaine et nationale sans précédent. Ce petit territoire, autrefois perçu comme une simple escale commerciale sans avenir, est devenu en l'espace d'une génération un modèle mondial de discipline, d'éducation et de fierté nationale. Derrière cette transformation se dresse une figure, celle de Lee Kuan Yew, un homme animé par la conviction que le destin d'un peuple n'est jamais écrit à l'avance. Grâce à lui, Singapour est passé du tiers-monde au statut de puissance moderne, prouvant à l'humanité entière qu'aucune nation n'est condamnée à la pauvreté ni à la médiocrité. Ce qu'il a accompli, il ne l'a pas fait avec des miracles ou des ressources naturelles, mais avec trois forces invisibles, la volonté, la rigueur et la foi dans l'intelligence humaine. Lee Kuan Yew a compris très tôt que le développement d'un pays ne dépend pas de sa taille ni de ses richesses naturelles, mais de la qualité de ses citoyens et de ses dirigeants. Il a fait de la discipline un pilier national, convaincu que sans ordre, aucune liberté ne peut durer. Il a fait de l'éducation la clé de la prospérité, persuadé que la véritable richesse d'une nation réside dans l'esprit de ses enfants.
et il a fait de la fierté nationale un moteur collectif, rappelant à chacun que servir sa patrie est l'un des plus grands honneurs qui soit. Ces trois valeurs, discipline, éducation et fierté, forment aujourd'hui encore le cœur battant de Singapour. Elles expliquent pourquoi cette île, minuscule sur la carte du monde, pèse si lourd dans le concert des nations. Mais au-delà de la réussite économique, Lee Kuan Yew a laissé une leçon plus profonde, une leçon universelle. La dignité d'un peuple ne vient pas de ce qu'il possède, mais de ce qu'il décide d'être. Là où d'autres auraient vu une condamnation géographique, il a vu une opportunité historique. Là où beaucoup auraient cédé au fatalisme, il a choisi la responsabilité. Il n'a pas attendu que les conditions soient favorables pour agir. Il a créé les conditions du succès par la force de sa vision. C'est cela la marque des véritables bâtisseurs. Ils ne s'adaptent pas au monde, ils le transforment. Lee Kuan Yew savait aussi que le développement durable ne peut naître que de l'intégrité. Il a combattu la corruption comme une maladie mortelle, rappelant que lorsqu'un État devient faible moralement, aucune économie ne peut le sauver. Pour lui, gouverner, c'était d'abord donner l'exemple, et il a exigé la même rigueur de tous ceux qui occupaient une fonction publique. Ce combat pour l'intégrité a permis à Singapour de bâtir une administration respectée et efficace, devenue aujourd'hui un modèle étudié dans les grandes écoles du monde entier. Son héritage repose aussi sur une vérité simple mais redoutablement exigeante. Le progrès n'est pas un événement, mais un état d'esprit. Il ne s'agit pas seulement de construire des routes ou des gratte-ciel, mais de bâtir des consciences éveillées, des citoyens responsables, des familles solides. C'est pourquoi il a toujours mis l'éducation au centre du projet national. Il voulait former des citoyens capables de penser par eux-mêmes, mais aussi capables de servir une cause collective. Pour lui, l'intelligence sans discipline est une arme dangereuse, et la liberté sans devoir est une illusion. Ce que Lee Kuan Yew a offert à Singapour, c'est donc bien plus qu'une prospérité matérielle. Il a donné un sens à l'existence collective. Il a fait comprendre à son peuple que le bonheur durable naît de la rigueur et non du hasard, du travail et non du miracle. Et il a rappelé à l'humanité que la grandeur ne dépend ni de la taille d'un pays, ni de son passé, mais de la clarté de sa vision et du courage de ceux qui la portent. Aujourd'hui encore, son message résonne bien au-delà de Singapour. Dans un monde souvent fatigué par le cynisme et la corruption, son exemple reste un phare pour toutes les nations qui rêvent de se redresser. Il nous rappelle que le développement n'est pas une faveur venue d'ailleurs, mais une conquête intérieure. Que chaque peuple, chaque communauté, chaque individu a en lui la capacité de s'élever, à condition de le vouloir avec sincérité, discipline et persévérance. Et c'est là que réside le véritable héritage de Lee Kuan Yew, la conviction que rien n'est impossible à ceux qui refusent la résignation. Sa vie entière fut une démonstration de ce principe. Le monde ne change pas par des discours, mais par la volonté d'agir. Alors, si ce récit t'inspire, si tu crois toi aussi que les nations comme les individus peuvent renaître à force de travail, de courage et de clarté, abonne-toi à Les Rares Livres. Laisse un commentaire pour dire « Je choisis de bâtir avec discipline et vision ». Parce qu'à travers chaque lecture, chaque réflexion, chaque engagement, tu participes à cette même quête que Lee Kuan Yew a incarnée, celle de construire, pierre après pierre, un avenir digne, juste et durable.